Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire empirique du jour. D'abord, avant de commencer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez simplement nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien avec les petits chats? A priori, c'est tout bon. Hop. Eh bien, parfait. Je vois que les participants arrivent petit à petit. Hop. Je pense qu'on va attaquer et puis on laisse les gens nous rejoindre petit à petit. Écoutez, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir avec mes collègues pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui anime beaucoup le monde du marketing digital depuis plusieurs années et particulièrement en 2024. Donc aujourd'hui, notre enjeu est de répondre à cette question autour de la fin des cookies tiers et qu'elle génère. Est-il encore possible aujourd'hui, en 2024, de mesurer la rentabilité des investissements médias digitaux? Et pour aborder ce sujet, donc pour vous servir, Lucille Chauvy, directrice du pôle Paid au sein de l'agence Empirique, et je suis accompagnée par mes collègues Sylvain Roussel, qui est expert tracking analytics et tag management, et Simon Dewam, qui est directeur conseil au sein de notre agence. Alors, on commencera effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, par un petit peu de contexte, et puis on essaiera de vous amener voilà, sur ce sujet épineux et sur cette question dont beaucoup tentent effectivement de répondre aujourd'hui et les solutions qu'on peut y apporter. Avant de commencer, simplement pour vous représenter un petit peu Empirique pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est une agence de marketing digital lyonnaise qui a soufflé ses 10 bougies l'année dernière. Et notre particularité, c'est qu'on est effectivement fortement attaché à la data et notre enjeu, c'est de transformer justement vos data en valeur autour de la performance digitale, de l'automatisation, de la connaissance client. Et c'est vrai que cette connaissance de la data, elle nous anime au quotidien et notre mission, c'est d'accompagner nos clients, de les aider à prendre les meilleures décisions pour obtenir de meilleures performances et en exploitant mieux le capital donné. Donc, ça passe effectivement par de la collecte à l'utilisation, à l'analyse sur une dimension globale. Et dans le quotidien, ce qui nous caractérise, c'est qu'on a au sein de l'agence des expertises autour des leviers de web marketing, le SEO, le paid media et puis l'approche CRO, et au cœur de ces trois réflexions, la data. Donc, on est vraiment sur une approche en synergie entre ces principaux leviers dans notre façon de pratiquer et d'activer les leviers du web marketing dans le quotidien. Ce qui effectivement, c'est cette dimension qui nous caractérise, notre ADN assez fort. Quelques références effectivement de clients qu'on accompagne aujourd'hui sur une dimension assez large, B2B, B2C, retail, génération de leads, avec certains effectivement qu'on accompagne depuis 10 ans, donc avec une certaine fidélité aussi dans le portefeuille de clients. Et puis enfin, notre devise, qui je crois effectivement a tout son sens aujourd'hui avec notre sujet. Sans data, vous êtes simplement une personne avec une opinion, et effectivement la data, elle est au cœur du sujet de ce jour. Est-il encore possible de mesurer le ROI des investissements médias digitaux en 2024? Alors c'est parti, on vous embarque pour répondre à cette question. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Tout au long de la séance, et on essaiera d'y répondre petit à petit. Quoi qu'il en soit, à la fin, on a une séance de questions-réponses où on pourra rentrer plus en détail sur ces sujets-là. Il y a un petit onglet questions, d'ailleurs, sur lequel vous pouvez poser les questions et où les gens peuvent voter. Ça permet de ranker les questions et nous pourrons les traiter dans l'ordre de vote. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous semblait important de reposer un petit peu le contexte au niveau réglementaire et technologique. Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est amené à se poser cette question autour de la rentabilité et de la mesure. Donc, avant de commencer,
un petit rappel, si c'est nécessaire, autour de la notion de cookie. Un cookie, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui est stocké sur le terminal d'un utilisateur quand il visite un site web. Et ce fichier, qu'est-ce qu'il contient? Des informations qui sont spécifiques à l'utilisateur. Ça peut être un identifiant client, un identifiant qui permet justement de suivre l'utilisateur tout au long de sa navigation à des fins de suivi statistique, de suivi publicitaire. On peut avoir effectivement différents enjeux. Et dans la famille des cookies, on a les cookies propriétaires ou les cookies qu'on appelle aussi first party. Eux, ils sont directement créés et gérés par le site web que l'utilisateur visite. Et il peut être lu, écrit uniquement lorsque la page web consultée, elle est issue du même domaine que le domaine qui a déposé le cookie. Donc, on est vraiment sur cette dimension d'environnement propriétaire. Et ce cookie first party, on l'oppose à ces cookies tiers qui animent beaucoup le sujet en ce moment, ces cookies third party, qui eux sont créés et déployés par des sources qui sont externes au site web que l'utilisateur visite. Donc ça peut être effectivement ces cookies, notamment publicitaires, qui sont au cœur des sujets aujourd'hui. Donc on a bien ces différentes notions qui vont être importantes puisqu'on va les reprendre tout au long de ce sujet, de ce jour. Et puis la protection de la donnée personnelle, ça fait un petit moment que qu'elle anime aussi cette approche de marketing digital, et l'évolution, elle s'est faite effectivement progressivement. Alors on part des débuts avec la navigation privée, l'avènement des adblocks qui prend une part de plus en plus croissante, des approches technologiques au niveau des protections du traitement de la donnée personnelle sur les navigateurs, l'ITP Safari qui a été le point marquant en 2017, des contraintes réglementaires, RGPD, la directive e-privacy, cette année le DMA, et puis la fin des cookies tiers qui est annoncée sur Chrome en Europe pour le second semestre 2024. Donc on a petit à petit un contexte réglementaire et technologique qui s'étoffe, qui se durcit, et qui du coup a des impacts sur la façon dont on traite la donnée, on la collecte, et donc comment on travaille aujourd'hui dans le quotidien au niveau du média publicitaire. Du point de vue réglementaire, donc comme je vous le disais, en 2018, le RGPD, en 2022, la directive e-privacy, ces deux textes, ils sont autour de la notion de consentement. Ce qu'il faut en retenir, c'est que l'internaute doit donner son consentement clair et explicite pour tout ce qui est dépôt des cookies non essentiels, donc notamment effectivement les cookies statistiques, marketing, publicitaire. Et l'internaute doit avoir le contrôle de l'utilisation, de l'usage qui est fait de ces données collectées. Donc, on a effectivement ce premier point. Et puis, en 2024, le DMA, le Digital Markets Act, qui est rentré en vigueur au 6 mars. Et cette directive, elle a pour objectif de lutter contre ces pratiques anticoncurrentielles des géants du digital, donc les fameux GAFAM. Et une des notions qui a, parmi toutes les interdictions et les contraintes qui sont effectivement posées dans ce texte, il y en a une qui est à retenir aujourd'hui, qui est en lien avec notre sujet, c'est notamment l'interdiction pour ces géants du digital de venir réutiliser les données personnelles à des fins de publicité ciblée sans son consentement. Voilà, donc c'est vraiment cette spécificité qui vient se rajouter dans ce contexte clairement posé autour de la réglementation. Donc là, c'est pour le contexte réglementaire. Et puis, des contraintes technologiques qui sont en parallèle, comme je vous le disais tout à l'heure, croissantes. La présence des adblocks qui se développent, et puis toutes les techniques de protection de la confidentialité des données qui se mettent en place au niveau des navigateurs, donc progressivement, et cette année, avec la suppression des cookies tiers sous Chrome. Et donc, avec la suppression des cookies tiers, on estime que seuls 35% des données disponibles seront collectées. Donc, on voit effectivement que si on ajoute les adblocks, les protections navigateurs, les directives réglementaires, on se retrouve avec une volumétrie de données pour piloter au quotidien qui est grandement impactée. Et ce serait trop simple, on se rajoute aussi d'autres difficultés, c'est que autour de cette notion de consentement, on a cette notion d'opt-in, donc l'acceptation du dépôt des cookies. Et ce taux d'opt-in, on constate, si on s'est inspiré des différents baromètres publiés par Commanders Act, et on constate effectivement que quel que soit le device, desktop ou mobile, on a une diminution progressive, une dégradation de ce taux d'opt-in au fil des années. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui, on a
sur desktop, moins d'un utilisateur sur 2 qui donne son consentement. Donc, on arrive effectivement sur une privation de la remontée de données qui est là aussi de plus en plus marquée en lien avec ce taux d'opt-in. Et puis, il n'a pas pu vous échapper ces derniers mois, le fameux consent mode qui vient lui aussi impacter le pilotage des campagnes Google Ads. Le consent mode V2, qu'est-ce que c'est? C'est justement suite à l'entrée en vigueur du DMA au 6 mars, Google qui demande effectivement à ce qu'on lui communique cette notion de consentement. Et pour lui communiquer l'état du consentement autour des cookies déployés pour les services Google, eh bien, il faut qu'on paramètre ce consent mode. S'il n'est pas paramétré, si on ne l'active pas, la source d'alimentation, notamment des audiences de remarketing, est coupée et on a une perte de data qui est aujourd'hui essentielle pour une activité publicitaire. Voilà. Donc, on a effectivement cette succession de contraintes réglementaires et technologiques qu'il faut suivre et qui viennent nous chambouler dans notre quotidien de webmarketeur. Et donc aujourd'hui, on en amène effectivement au constat suivant. On a moins de data collectée, on met un petit peu nos algorithmes publicitaires au régime. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? On a moins de possibilités de ciblage, plus de difficultés à mettre en œuvre des campagnes de remarketing, puisqu'on a une difficulté à les créer, ces audiences. Qui dit effectivement des algorithmes moins nourris en data, dit une perte de l'efficacité publicitaire, en tout cas une diminution de l'efficacité publicitaire. Et moins de données dit aussi qu'on a une vision partielle de la performance avec des données qui sont incomplètes et faussées. Donc, ce qui fait que l'ensemble de ces éléments font qu'on constate une dégradation de la mesure qui vient fausser les coûts d'acquisition et la lecture de la performance. Alors, on est bien avancé avec tout ça, mais tout n'est pas perdu pour autant. L'enjeu, c'est de pouvoir vous montrer aujourd'hui comment effectivement continuer de mesurer la rentabilité de nos investissements médias digitaux avec différentes solutions que nous allons vous proposer. Et dans cette démarche, on vous propose une démarche en 4 temps. D'abord au niveau du pilotage et l'optimisation du taux d'opt-in. Ensuite, on vous présentera les façons de contourner les restrictions de collecte parce qu'il y en a. Comment enrichir et activer vos données propriétaires qui sont effectivement au cœur de ce sujet de la data. Et puis enfin, essayer de retrouver la donnée perdue pour pouvoir retrouver effectivement une lecture de la performance cohérente et intéressante. Merci Lucille. Du coup, je vais commencer de mon côté avec le pilotage et l'optimisation du taux d'opt-in. Je vais pas vous jouer la vidéo ici parce que ça va enlever de la fluidité au niveau de partage, etc. Mais sachez que ça sera disponible dans le document. Le premier problème avec l'opt-in, on a tendance à penser que c'est le refus de l'utilisateur. En réalité, le premier problème qui est confronté auquel on est confronté en tant que marketeur quand on mesure un peu les données autour des bannières RGPD, c'est surtout le fait que les utilisateurs ne vont pas faire de choix. Et dans la vidéo où vous verrez cela, il est tout à fait possible sur certains sites, lorsque la CMP, la Consent Management Platform, est mal configurée, il est tout à fait possible de continuer à naviguer alors qu'on n'a pas fait de choix. Et je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, dans la RGPD, quand on est compliant, une absence de choix équivaut à un non. On a souvent tendance à penser qu'une absence de choix donne un oui pour l'utilisateur. En réalité, on ne traque pas lorsqu'il n'y a pas de choix. Donc, il est tout à fait important de forcer l'utilisateur à faire un choix. On le verra par la suite. Quand on regarde les statistiques, et donc ça, c'est une étude qui est menée par Didomi, qui est une des solutions de CMP disponibles sur le marché, on va se rendre compte qu'en fait, comme je le disais, le première déperdition de tracking au niveau des utilisateurs, c'est le fait que l'utilisateur ne fait pas un choix. C'est-à-dire que sur 100 bannières qui vont être affichées, sans chargement de site, on a 30% des utilisateurs qui vont continuer à naviguer sans faire un choix, ou alors qui vont s'en aller tout simplement. Et parmi les 70 utilisateurs sur 100 qui vont faire un choix, il y en a 21 qui vont refuser. Ce qui fait qu'au total, on va se retrouver avec un taux d'opt-in de 49-50%, donc seulement la moitié des utilisateurs qui vont sur le site qui sont traqués. C'est quand même une énorme partie du trafic qui n'est pas mesuré, et ça, en tant que marketeur, ça reste quand même un problème.
Si jamais vous vous posez la question vous avez une CMP sur votre site et vous posez la question d'où vous pouvez voir les statistiques, sachez que la plupart des CMP aujourd'hui, elles disposent d'un espace, souvent dans les paramètres, où vous pouvez consulter les performances. Là, on vous a mis un screenshot de notre site, pour le coup, empirique. Vous avez toutes les données qui sont à disposition, c'est-à-dire, si je reprends les chiffres en partant de la gauche en haut, le total de choix qui ont été effectués, donc 932 sur 1300 bannières qui ont été chargées. Donc, on a plutôt un taux de choix qui est autour de 70%. Et parmi ces personnes qui ont fait un choix, on n'en a que 737 qui ont accepté le tracking. Sachez que nous, nos statistiques, on est sur un contexte B2B et sur aussi du desktop. On l'a vu dans les statistiques qui ont été présentées par Lucille plus tôt. On a quand même un taux d'opt-in sur le desktop qui est beaucoup plus dégradé que sur le mobile. Ce qui fait que quand on est dans le B2B, on a des difficultés supplémentaires. Si jamais vous êtes dans le B2C, vous avez essentiellement un trafic qui est mobile et donc, en théorie, un meilleur taux d'opt-in. Mais voilà, sachez en tout cas que les chiffres qui sont présents là, elles sont personnelles sur votre site. Ça dépend beaucoup du contexte. On sait par exemple que sur des contextes de sites de santé, les taux d'opt-in ils sont bien inférieurs à d'autres sites pour des raisons de privacy et de perception du consommateur autour des données. Voilà, mais sachez qu'en tout cas, si vous souhaitez aller voir ces statistiques, elles sont disponibles dans les settings de votre CMP. Alors, pour commencer, je vais faire assez rapidement là-dessus. On a 3 axes d'optimisation qui sont disponibles et le premier qu'on va vouloir adresser, c'est le design. Ensuite, on va quand même se poser la question de la responsivité. Et la responsivité, c'est la capacité de la bannière à s'adapter de manière convenable à tous les devices. Et ça va même jusqu'au modèle du téléphone parce que suivant la taille, aujourd'hui, je vais prendre un exemple assez simple, la différence entre un terminal iPhone SE qui est un plus petit modèle et un iPhone 10 ou 12 qui sont des plus gros modèles, eh bien, si la bannière elle n'est pas responsive, vous verrez dans des exemples que en fait, elle est pas visible. Et même de manière plus dramatique, vous avez des boutons qui sont affichés et qui sont pas vous allez voir que les boutons qui sont mis à disposition des utilisateurs sont pas les bons. On verra ça dans quelques instants. Et le dernier point sur lequel nous on travaille quand on fait de l'accompagnement à ce niveau-là, c'est on mesure l'impact de manière très simple. On va aller mettre en place des choses dans la CMP, on va modifier la façon dont elle est paramétrée et ensuite avec les statistiques dans l'interface qu'on vient de voir quelques minutes auparavant, on va pouvoir mesurer les différences de consentement. Là, un exemple, alors c'est un joli mot, vous verrez dans le titre, l'art et la bannière, c'est vraiment comment on va essayer de maximiser les bons choix. Si on prend l'exemple du site empirique, en commençant par la gauche, je passe sur la conformité qui sont des thématiques qui ont déjà été abordées, mais on a bien les partenaires qui sont cliquables et on a la présence claire des finalités de traitement. Donc ça, c'est juste sur le pan de la loi. Mais sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, le design, eh bien, on a, nous, une CMP qui est centrée au milieu de l'écran et on a derrière, vous voyez, c'est grisé, c'est un overlay, ça s'appelle. C'est une fonctionnalité qui permet de bloquer toute action en dehors du scroll et l'utilisateur ne peut cliquer nulle part sauf sur la bannière. Donc, c'est une façon de forcer l'utilisateur à faire un choix. On pourrait très bien se dire que c'est une mauvaise chose, mais en réalité, comme on l'a vu, la pire des choses qui puisse arriver aujourd'hui, c'est que l'utilisateur ne fasse pas de choix et qu'il continue à surfer. Donc, au moins, là, on récolte un oui ou un non et on a en général un meilleur taux d'opt-in après. Un exemple sur les devices, sur la responsivité que je mentionnais il y a quelques secondes. Si vous voyez sur l'écran de gauche, on est sur un iPhone 10, on a fait un test, la bannière, vous voyez, alors elle est super parce qu'au niveau de la RGPD, parce qu'on voit très bien les finalités de traitement, c'est très détaillé, mais le problème c'est que n'étant pas responsive, le seul bouton qui est disponible sur l'écran, c'est le continuer sans accepter, et l'utilisateur, il doit scroller encore plus bas pour obtenir les boutons accepter ou refuser. Là, on voit que c'est un exemple qui n'est pas souhaitable parce que au lieu d'inciter l'utilisateur à accepter, on l'incite plutôt à refuser.
Sur l'écran de droite, vous voyez un exemple d'un bon paramétrage. C'est une bannière qui est centrée au milieu de l'écran avec un bouton accepter qui est coloré, on y reviendra, et tout qui est disponible et lisible. À ce propos, j'en profite si jamais vous souhaitez vous poser la question de la responsivité. Vous avez alors les outils de développeurs qui sont disponibles sur Google Chrome, Mozilla, tous vos navigateurs. Avec un clic droit, vous inspectez, vous avez la possibilité de changer le device qui va afficher le site. Si jamais vous voulez faire plus simple, vous avez un autre site qui s'appelle BrowserStack qui vous permet de tester en live sur tous les différents terminaux jusqu'au modèle de téléphone, par exemple, la façon dont votre bannière s'affiche. Les différents axes de tests que nous avons aujourd'hui avec une CMP, comme je le dis, on est dans cette démarche d'A/B testing. On va voir si avec un modèle, une couleur différente, on a des effets positifs. Eh bien, c'est par exemple le format. Donc, on a à gauche la différence entre une bannière qui est mise en footer, c'est-à-dire en bas du site, ou une pop-in qui va être centrée. On a ensuite cet emplacement, comme vous le voyez au milieu de l'écran, on a là donc sur l'écran en haut une bannière qui est en bas à droite. Je casse tout suspense, c'est pas une bonne manière de faire pour la lisibilité. Et en bas une bannière qui est centrée. Et enfin sur la droite on a des tests de coloring. Donc bon, c'est là aussi des tests qui se basent sur les biais cognitifs, et on sait par exemple qu'on est conditionné à l'école que vert c'est bien, rouge c'est pas bien. Voilà, on peut se dire en testant les boutons, la façon dont c'est fait, est-ce qu'on a un taux d'opt-in? On n'a pas forcément la réponse, et encore une fois, ça dépend du contexte, mais voilà des tests qui peuvent être menés sur votre CMP en tout cas. Hop. Donc, moi, je vais prendre la suite pour contourner la restriction de collect. Le premier gros du sujet et la partie la plus technique, finalement, c'est ce qu'on appelle le tracking server-side. Alors, pour comprendre le tracking server-side, il faut avoir une idée globale de comment ça fonctionne et comment fonctionnent actuellement nos outils et les navigateurs web et comment part une requête. L'idée, c'est pas d'aller dans le détail technique, mais juste de par un simple schéma, expliquer rapidement comment ça fonctionne finalement. L'utilisateur, donc qui est une concaténation de le navigateur et de mon appareil. Donc moi, en tant qu'utilisateur, je suis à la fois un navigateur et un appareil. Et depuis ce terminal, ce navigateur appareil, j'effectue des requêtes. Donc c'est-à-dire que je vais sur un site internet, admettons vous venez sur empiric.com, et sur empiric.com, il n'y a pas de server-side. Donc toutes les requêtes tierces, donc en cookies tiers pour la plupart du coup ici, vont être envoyées au serveur de la solution. Donc, vous avez Google Analytics, admettons on a Google Analytics sur Empiric, la requête de votre navigation va partir sur le serveur d'Analytics qui ensuite va le stocker et vous allez pouvoir le voir dans votre Universal Analytics ou dans Google Analytics 4, parce que j'espère pour vous que vous êtes aujourd'hui sur Google Analytics 4. Donc, à partir de maintenant, je vais prendre Google Analytics 4 comme exemple. Le tracking server-side, lui, comme on peut voir sur la deuxième partie du schéma juste en bas, finalement, c'est une couche intermédiaire qui va se placer au milieu. Grâce à cette couche intermédiaire, votre navigateur ne va plus envoyer directement la requête au serveur de Google pour votre Google Analytics 4 ou Google Ads. À la place, il va l'envoyer au server-side, à votre serveur intermédiaire, et c'est ce serveur intermédiaire qui va aller redistribuer la requête. L'avantage de ce serveur intermédiaire, c'est qu'il va permettre de faire pas mal de changements et va avoir pas mal d'effets positifs sur votre tracking dans son ensemble. Et c'est les sujets qui vont arriver ensuite. Donc déjà, première chose à savoir et qui est importante, on ne détruit rien, tout est enrichi. Rien ne se crée, rien ne se transforme, enfin tout se transforme. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, pour reprendre une petite loi de la physique. Ici, ça va être pareil finalement. On va rien perdre, on va tout transformer, et notamment les cookies tiers qui vont être transformés en cookies first party. Et ça, déjà, c'est une première grosse victoire sur la fin des cookies tiers. Et oui, ok, c'est pas grave, on passe en cookie first party. Donc ça, c'est une grande première victoire.
Il y a d'autres bénéfices et qui ne sont pas des moindres. Il y a le bénéfice de la web performance, le chargement plus rapide de vos pages. Je vais vous refaire un petit exemple en utilisant le schéma précédent. Et on a la réduction de la perte de la collecte. Entre 10 et 30%, ça va dépendre et de votre site Internet, de votre modèle économique, de votre nombre de visiteurs et de vos volumes de visites. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, c'est pour ça qu'on est entre 10 et 30%. Et une conservation plus longue des cookies first party. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce au server-side, la plupart des ITP, Intelligence Tracking Prevention, donc ce sont les limitations des navigateurs, ici vont venir aller challenger vos cookies et vont réduire leur durée de vie sur votre site Internet. Le server-side va vous permettre d'aller au-delà de 8 jours, ce qui veut dire une meilleure rétention des utilisateurs, qui a aussi un effet positif. Pour la web performance, pour vous faire un petit schéma rapide. Ici, tout à l'heure, je vous ai parlé que d'une seule requête. Une seule requête, Google Analytics 4. Admettons, vous utilisez Google Analytics 4 et vous utilisez d'autres produits Google. Floodlight, Google Ads. Et puis, on va prendre ces deux-là déjà. Ce que vous allez pouvoir faire grâce au server-side, en fait, vous allez juste envoyer une requête à votre server-side. Et grâce à cette requête, votre server-side va envoyer 3 requêtes. Votre requête GA4, votre requête Google Ads et votre requête Floodlight. Donc, c'est-à-dire qu'on a divisé par 3 le nombre de requêtes ici dans cet exemple-là. Donc, au lieu d'en avoir 3 dans le premier cas, j'en ai plus qu'une. Ça a un impact sur votre web performance et ça vous permet donc d'avoir de moins de conteneurs et de charger moins de tags et d'envoyer moins de requêtes. Donc, c'est plus léger pour votre navigateur. Ça, c'était pour le sujet web performance. Et ensuite, du coup, pour la fiabilité et l'enrichissement, tout simplement, vous êtes moins limité par l'ITP grâce à votre server-side et donc vous allez pouvoir traquer plus de choses. Vous allez aussi contourner les adblockers qui, eux, on l'a vu un peu plus tôt, vont réduire votre trafic. Donc, le server-side va vous permettre et d'augmenter votre collecte et d'avoir un peu plus de web performance et une meilleure maîtrise de vos données. Il y a un petit cas un peu spécifique, c'est pour les plateformes. Ici, on a pris Meta, mais ça va être la même chose pour Snapchat, TikTok, etc. Eux aussi ont besoin de ce fonctionnement de server-side et la mise en place d'un server-side, donc du coup, qui va se retrouver ici dans notre schéma au milieu. Parce que vous ne voyez pas ma souris, donc c'est le gros rectangle gris au milieu, juste là. Ce qu'il faut comprendre, on va partir de votre clientèle. Ensuite, de votre clientèle, cette clientèle fait une interaction sur le site web. Donc, on part sur le chemin le plus au nord possible. Arrivé sur l'interaction sur un site web, donc votre utilisateur fait un page view et un add to cart, le pixel Meta, qui lui, du coup, est en client-side, est envoyé directement à Meta. Donc, c'est le petit point en continu au-dessus où c'est écrit « Son efficacité dépend de l'état actuel de la technologie des navigateurs ». En fonction de Safari, etc., ce n'est pas les mêmes limitations. Vos cookies vont être plus ou moins perdus. Mais ce qui est important de retenir, c'est que quand vous avez mis votre serveur au milieu, ce que vous allez faire en plus d'envoyer votre pixel Meta au-dessus, vous allez prendre le chemin au sud. Donc, votre clientèle, autre interaction, donc toujours PageView add to cart, je l'envoie à mon serveur qui, lui, via l'API de conversion, l'envoie à Meta. Ici, en fait, finalement, sur les plateformes médias, nous avons 2 envois. Nous avons l'envoi client-side, le chemin du nord, et nous avons l'envoi server-side, le chemin du sud. Et ensuite, Facebook, lui, grâce à une clé de déduplication, il y a un event ID, grâce à cet event ID, va aller dédupliquer votre donnée. Donc, c'est un petit fonctionnement supplémentaire à connaître pour les traffic managers, responsables marketing ou toutes les personnes qui sont confrontées à l'installation de ce type de choses. Alors, le server-side, du coup, dans son ensemble, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Déjà, un tracking vertueux. C'est un cycle vertueux. Pourquoi? Parce que vous avez plus de données collectées. Et en traffic management, et dès qu'on est en gestion de campagne, le nerf de la guerre, c'est nourrir notre algorithme. Mon algorithme va s'optimiser sur des conversions. Je suis un retail, je fais des purchases. Plus j'arrive à traquer mes purchases et lui à fournir des purchases, plus mon algorithme va réussir à s'améliorer grâce à ces données. Donc, ça fait un cercle vertueux finalement. Plus j'ai de la donnée, plus il se nourrit, plus il grossit. Ce qui va avoir quand même un effet très positif derrière.
Un ciblage plus solide. Comme je vous expliquais tout à l'heure, avec le server-side, toute la donnée au-delà de 8 jours, on est moins sujet aux préventions des navigateurs, aux limites des navigateurs. Ça a aussi un gros impact sur vos audiences. Vos audiences de remarketing, par exemple, vont être plus solides dans le temps. Il va mieux reconnaître l'utilisateur dans le temps. Et bien entendu, tout ça va vous donner des rapports de performance plus fiables et complets. Donc, tout ça, ce qu'il faut retenir, parce que en tant que traffic manager, en tant que responsable marketing, il y a 2 choses qui sont assez importantes que vous allez vouloir mesurer sur vos campagnes. C'est déjà une amélioration de la diffusion et de la mesure, bien entendu, mais surtout les coûts d'acquisition. Donc, par exemple, on va repartir de la problématique. Difficulté à mesurer l'impact réel des campagnes Meta Ads à cause des restrictions de collecte liées au AdBlocker. Donc ici, on vous présente notre use case Yves Rocher. On a mis en place Addingwell pour Facebook KPI avec la mesure de l'impact sur les résultats publicitaires. Donc, dès que cette chose-là a été mise en place, dès que nous avons mis en place ce server-side et nous avons mis en place ce cycle que nous vous avons montré juste avant sur Meta, vous allez avoir du coup, nous dans ce cas-là, nous avons moins 8% de CPC. Donc le CPC, c'est le coût par clic. Chaque fois que je clique sur une campagne publicitaire, Facebook facture plutôt au CPM, mais on peut le redescendre au CPC. Le coût par clic est de 8%. Et donc, ce qui est le plus important, c'est moins 26% du coût par action sur Meta Ads. Donc, si on prenait l'exemple que vous faites des campagnes publicitaires pour un retail comme Yves Rocher est un retail sur de l'achat, vos achats, créer de l'achat pour vos utilisateurs va vous coûter 26% de moins. On est dans des fourchettes, bien entendu, c'est un exemple. Je ne dis pas que vous allez avoir 26% de moins. Attention, c'est très important. Ensuite, enrichir et activer vos données prioritaires. Donc là, je vais repasser la main à Lucille, il me semble. Ah non, c'était ma slide. Excuse-moi, Lucille. Donc là, on a vu pas mal de choses finalement. On a vu, pour faire un petit récap rapide, on a vu ce que nous pouvons faire en termes de taux sur notre taux d'opt-in, en fait, que nous avons un moyen d'action via nos bannières. Nous avons vu que nous avons un moyen d'action sur l'installation du server-side et de ses bénéfices et de ses bienfaits pour tout l'aspect marketing. Et il y a d'autres choses qui sont tout aussi importantes, c'est la donnée first party. La donnée first party, c'est quoi ? Par exemple, l'email, le numéro de téléphone, nom, prénom, adresse mail, etc. Votre donnée CRM, ça va être les scoring clients, les historiques d'achat. Données business, c'est vos données back-office ou voir vos flux de produits aussi. Quel est le nom du produit, son ID, dans quelle liste il appartient, etc. Je pense notamment aux campagnes de marketing ici. Et les données comportementales, pages consultées, les conversions. Quels sont les bénéfices de la donnée de first party ? C'est qu'en fait, vous allez pouvoir aider les algorithmes à mieux s'enrichir. On est toujours dans cette logique on veut enrichir l'algorithme pour l'aider dans la création d'audience, pour l'aider dans l'optimisation de mes campagnes autour de ma conversion principale. Donc, tout à l'heure, j'ai pris le purchase, mais ça peut aussi être la conversion de lead. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de collecter la donnée personnelle au moins une fois. Donc, toutes les données personnelles ne se valent pas, parce que comme je vous ai dit, on a quand même il y a une liste de choses. La donnée personnelle principale, hachée, va être l'adresse mail. Si vous pouvez, à minima, n'en donner qu'une seule, l'idéal, ce serait quand même déjà de leur donner l'adresse mail. Ensuite, il y a aussi un autre point qui est important, c'est que dans le parcours utilisateur, il y a plusieurs points où vous pouvez transmettre cette donnée personnelle. Un utilisateur qui va faire un achat, vous allez pouvoir transmettre son email, mais il y a d'autres points de contact où vous allez pouvoir transmettre son email. Par exemple, quand il a créé un compte, quand il s'est inscrit sur une newsletter ou toute autre action marketing avec justement cette idée de récolter une adresse mail et de le transmettre à la plateforme. Les plateformes, elles, derrière, grâce à ces identifiants utilisateurs, alors, petit disclaimer quand même,
fait avec l'accord de votre DPO. Toujours, le service juridique est inclus dans la décision de l'envoi des données personnelles. Mais une fois que c'est fait, vous allez aider finalement les plateformes à mieux reconnaître et à mieux matcher l'utilisateur avec sa propre base de données à lui. Et donc, ça va vous aider à avoir des audiences plus enrichies et plus solides dans le temps. Tac. Et donc, effectivement, en lien avec les plateformes publicitaires, on peut venir enrichir, comme disait Sylvain, le tracking avec ces données propriétaires. Donc, pour vous donner une application concrète sur les plateformes, pour Google Ads, ça passera par le suivi avancé des conversions, où on va en fait envoyer à Google les données de conversion first party qui sont collectées sur votre site web, mais on va les envoyer sous forme hachée pour respecter la confidentialité de ces données. On peut faire effectivement enrichir de la même manière sur Meta ou sur d'autres plateformes publicitaires. L'idée, c'est qu'en fait, en envoyant ces données, on arrive effectivement à alimenter l'algorithme avec davantage de data et de faire en sorte d'avoir un taux de matching entre vos données propriétaires et puis les données de l'algorithme qui soit important. Et du coup, ça va nous permettre de mieux cibler, de pouvoir effectivement constituer des audiences qui sont plus fournies et puis in fine d'avoir un reporting qui sera aussi plus précis. Donc, il y a un vrai enjeu en termes d'amélioration du ciblage, du pilotage, de la performance autour de l'enrichissement des algorithmes avec ces données propriétaires au niveau des plateformes. Et puis, il y a un autre point qu'on peut aussi effectivement avoir pour enrichir effectivement cet axe-là. On est sur l'approche des micro-conversions. En fait, effectivement, quand dans un plan de marquage, au niveau du tracking, on vient suivre souvent effectivement la conversion principale, c'est l'action attendue, un achat, l'envoi une génération de lead, une demande de devis. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir suivre ce qu'on appelle des micro-conversions, toutes ces conversions qui arrivent en amont dans le tunnel. Donc, ça peut être effectivement des pages vues, l'inscription à une newsletter, le téléchargement d'un document, où on est sur des actions qui sont moins prioritaires en termes de business, mais qui ont tout son sens aussi pour aider à apprécier la qualité d'une visite. Et donc, c'est important effectivement de pouvoir s'appuyer sur ces micro-conversions parce que déjà, on a effectivement un volume qui est plus important que ces conversions prioritaires. Donc, on arrive effectivement à collecter plus de data pour qualifier effectivement tout le tunnel. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que on envoie ces micro-conversions, on peut leur associer une valeur. Et avec cette valeur, on peut arriver effectivement à mieux nourrir l'algorithme sur des données de conversion sur le parcours de l'utilisateur une fois qu'il est arrivé sur le site et d'arriver à envoyer davantage de signaux de qualité et donc de mieux guider l'algorithme vers la conversion finale. Voilà, donc ça a effectivement tout son sens et de pouvoir travailler toutes ces audiences via ces micro-conversions du début, milieu et fin de tunnel. Donc, on a amélioré le taux d'opt-in, on a contourné les restrictions de collecte, on a fait tout un travail autour de l'enrichissement, l'activation de la donnée propriétaire. L'enjeu maintenant, ça va être de retrouver quelque part effectivement cette donnée perdue et pour cela, on peut mettre en place différentes actions qu'on va détailler par la suite. On a effectivement un système de landing page sur lequel on peut s'appuyer, connecté à votre CRM et puis après, on peut avoir des approches de modélisation de la plus basique au plus complexe. Donc, pour le système de landing page, en fait, l'idée, c'est pour des campagnes qui reposent sur de la génération de leads, c'est de pouvoir associer pour chaque plateforme, pour chaque campagne éventuellement, ça va dépendre du niveau de granularité, une landing page. Ce qui fait que on arrive au final, effectivement, à avoir une vue sur la conversion. Par exemple, là, effectivement, j'ai une landing qui est dédiée à une campagne Google Ads. Je sais que les leads qui vont remonter dans mon CRM associés à cette landing, ils proviennent de ma campagne Google Ads. Et donc, effectivement, ce schéma-là, on peut le décliner sur toutes les plateformes publicitaires que vous utilisez. Et selon le niveau de granularité, on arrive effectivement à avoir un suivi effectivement sur tout le parcours, de se dire que telle campagne va générer tel lead. Et après, en faisant le lien avec les données CRM, on peut arriver à voir comment le lead apporté a converti, s'il a généré de la valeur. Donc, ce qui fait qu'on peut
en réconciliant ces données-là, publicitaires, donc ces données de diffusion et puis ces données de performance avec les données CRM, on peut arriver à reconstituer le parcours et à avoir une vue complète sur la transformation et la création de valeur qui a apporté les campagnes. Et puis, pour essayer de retrouver cette donnée perdue, en première intention, on peut s'appuyer effectivement sur des estimations de performance avec, on va dire, une basique règle de 3, mais ça permet quand même effectivement de se projeter un petit peu en termes de volumétrie et de lecture des performances. Alors, par exemple, on peut se baser sur l'écart clic-session. Aujourd'hui, c'est quelque chose effectivement que les outils permettent de mesurer. On compare les clics qui sont remontés par les plateformes aux sessions qui sont remontées par les outils analytics. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les différentes contraintes qu'on avait effectivement précédemment, on a des écarts clic-session qui peuvent être plus ou moins importants. L'idée, c'est de recalculer les données de session en premier lieu en s'appuyant sur des écarts clic-session qui sont, on va dire, plus normaux, qui peuvent correspondre à ce qu'on avait dans le monde d'avant. Donc, ce qui nous permet de nous projeter sur une volumétrie de session et, en s'appuyant sur les taux de conversion qu'on constate, de recalculer une volumétrie de lead et donc des coûts d'acquisition. Voilà, donc ça permet, avant de se lancer effectivement sur des mises en place plus complexes que Sylvain va détailler juste après moi, au moins de se donner une idée un petit peu de ce que les campagnes ont pu apporter en termes de session et en termes de transformation, voilà, en projection d'estimation des performances. À confronter toujours effectivement avec vos données aussi back-office pour avoir une lecture là aussi juste par rapport à ce que vous constatez sur vos données à vous. Une autre partie qui a pas mal animé ces derniers temps les décisions marketing et sur les décisions de mise en place. Google a, ces derniers temps, en tout cas, normalement tout le monde devrait y être, il y a eu l'implémentation du consent mode, et notamment du consent mode V2. Donc on ne va pas revenir sur la notion de V1, V2, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le consent mode, il y a deux modes qui existent sur le consent mode. Il y a le mode basique et il y a le mode avancé. Le mode basique est simple, on va réfléchir on va réfléchir de façon binaire, 0 et 1. Quand je suis en mode basique, donc du coup, la colonne de gauche, quand je suis en mode basique et que le tag est déclenché, j'envoie l'information à Google. Mon utilisateur est venu sur mon site, il a fait un ajout panier, j'envoie à Google Ads l'information comme quoi cet utilisateur a fait un ajout panier. Très bien. En mode basique toujours, je n'ai pas le consentement de l'utilisateur, je n'envoie rien à Google Ads, je n'ai pas eu son consentement, il est hors de question de lui envoyer de la donnée. Ça, c'est le mode basique. Donc 0, 1. J'ai le consentement, j'envoie. 1. J'ai pas de consentement, j'envoie rien. 0. Le mode avancé, dans le cas du consentement, donc je suis en 1, ça ne change rien, j'envoie quand même ma donnée. Ça, là-dessus, c'est simple. J'ai un consentement, je peux envoyer la donnée, pas de problème. Par contre, là où le mode avancé va changer, c'est que lorsque je n'ai pas le consentement de l'utilisateur, je vais quand même envoyer de la donnée à Google Ads, mais sous une condition, que mes informations soient anonymisées et du coup, elles seront aussi retraitées par Google derrière. Et c'est là où on va arriver où, grâce à cette partie mode avancé, la donnée non consentie, où je vais pouvoir finalement avoir une modélisation de ma donnée. Il y a un petit graphique, juste ici. Si tu veux en parler rapidement, toi, Lucille. T'es en mute. Pardon. C'était pour vous montrer effectivement l'impact du consent mode sur vos audiences. On vous disait effectivement en introduction que s'il n'y avait pas d'activation, il y avait une perte de données. La source d'alimentation entre eux était coupée. Donc ça, effectivement, ces graphiques qui sont issus de Google Ads le montrent bien. On a ici l'entrée en vigueur au 6 mars et on voit effectivement que en attente de l'activation du consent mode, les audiences, c'est les audiences Google Ads, tous les visiteurs, petit à petit, ont tendance effectivement à décroître. Elles sont toujours là, mais elles sont plus alimentées. Et à partir du moment où on active le consent mode, on retrouve une phase de stabilisation et puis à un moment où les audiences, petit à petit, elles se repeuplent. Donc, on a effectivement
Voilà, c'est des impacts concrets sur l'intérêt, enfin l'enjeu, l'obligation de pouvoir effectivement mettre en place ce paramétrage si on veut effectivement utiliser ces audiences qu'on collecte via les différents tags Google. Donc attention, si le consent mode aujourd'hui n'est pas encore mis en place sur votre site, ça devient une urgence marketing. Désolé de jouer la carte de l'urgence, mais vos audiences vont se dégrader et vos coûts d'acquisition vont augmenter. C'est malheureusement une obligation de par Google. Et maintenant, on va repartir sur du coup cette histoire de modalisation. Donc j'ai le consent mode installé sur mon site, j'ai décidé d'installer le avancé. Comment comprendre un peu finalement qu'est-ce qu'il se passe derrière tout ça. Vous avez 1000 ad clics. Donc, on va considérer, pour simplifier les choses, que c'est 1000 utilisateurs différents qui ont fait des ad clics différents. On va simplifier ce schéma. Donc, j'ai 1000 ad clics. Tracking, enfin, la partie facile, la partie nord de mon schéma, j'ai 500 clics qui sont consentis, qui ont fait 50 conversions. Donc, moi, dans mon tracking, j'ai bien traqué ces 50 conversions. Jusque-là, c'est quelque chose de standard que tout le monde connaît. Sur la partie au sud, là où ça va être un peu différent, c'est j'ai eu 500 clics non consentis, dont 9 conversions. Ces 9 conversions, du coup, elles sont anonymisées, elles sont modélisées par Google. Ce qui va faire que, grâce à tout ça, je vais monter sur un total de 59 conversions, ce qui me représente donc 59 conversions, 50 conversions converties, observées et 9 conversions modélisées. Je me retrouvais donc du coup avec un écart entre l'un et l'autre de 5% de taux de conversion sur les 59 conversions, 5,9% de conversion avec le consent mode, et du coup, je vais avoir un uplift de 18%. Vous pouvez faire très rapidement le calcul chez vous sur une petite période en fonction de votre volumétrie de conversion chez vous, mais vous ajoutez 18% de conversion sur votre panier moyen ou sur vos leads, vous avez déjà une idée de ce que vous pouvez y gagner. C'est une façon rapide de déterminer vous ce que ça pourrait vous donner. Alors, au final, pour boucler sur cette présentation aujourd'hui, vous l'aurez compris, la question, au-delà de se dire est-ce qu'on peut encore mesurer les investissements médias digitaux, c'est surtout est-ce qu'on peut bien les mesurer, parce que oui, on peut, on le fait tous les jours, mais en réalité, on n'a qu'une vision. Si on n'a pas mis en place les solutions dont on vient de parler durant la dernière heure, on a une vision qui est parcellaire et en fait, on se retrouve à optimiser nos campagnes, nos statistiques sur une vue partielle. Heureusement, on l'a vu aujourd'hui, on a ces 4 axes de pilotage. On a l'optimisation du taux d'opt-in sur la CMP. On a la capacité avec le server-side de contourner les restrictions de collecte sur les navigateurs et des ad-bloqueurs. On a la possibilité, comme l'a dit Sylvain et ensuite Lucille, de venir enrichir les données, et c'est ça qui va être assez capital dans les plateformes d'ads, ces données propriétaires, cette donnée first party, qui clairement va être le monde de demain, puisque la donnée third party va disparaître, et la capacité justement, avec cette donnée first party, de réfléchir différemment, de se poser la question de la donnée qu'on veut collecter sur nos sites, des points de contact qui sont importants, pourquoi ils sont importants. Donc ça demande un petit peu de réfléchir à la stratégie de data derrière. Et pour au final être en capacité de les utiliser, de les analyser dans des solutions technologiques de modélisation. Aujourd'hui, on a parlé de la modélisation qui est disponible du côté de Google Ads, qui est aussi disponible dans Google Analytics, mais ce ne sont pas les seules solutions de modélisation. On n'a pas voulu couvrir aujourd'hui d'autres modèles comme Thank You Analytics, par exemple, parce que sinon on rentrerait dans trop de technicité et le but c'était pas d'alourdir. Mais sachez qu'il existe des solutions sur le marché aujourd'hui qui ont cette approche statistique de modélisation et qui peuvent essayer de combler cette part qui reste entre guillemets dans le noir, qu'on ne peut pas maîtriser tout simplement parce qu'elle n'est pas traquée. Alors, l'idée, vous l'aurez compris, avec les solutions qu'on a mis aujourd'hui en place, c'est de passer de ces 35% de collectés dont on a parlé au début
à environ 70% de données collectées. Ça sera jamais 100% parce qu'il faut le rappeler aussi, si c'est un peu le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que par exemple, nous, en tant que marketeurs, on a depuis 2 ans le tracking server-side qui a été mis à disposition par Google Tag Manager et d'autres solutions aussi. Mais en face, on a des ad bloqueurs, on a des navigateurs qui luttent pour préserver la privacy, la vie privée des utilisateurs et qui adaptent elles aussi leur technologie pour rendre le tracking beaucoup plus difficile. Donc voilà. En tout cas, en tant que marketeur, personnellement, je préfère analyser 70% de mes données et prendre des décisions sur 70% de mes données que sur un tiers. Vous nous connaissez peut-être pas encore pour tous, mais on est quand même chez Empiric aussi des personnes qui aiment travailler dans la bonne humeur. Et voilà, aujourd'hui, on voulait tout simplement vous dire que on n'aura pas, on n'est pas dans un monde où le tracking s'est terminé, où on peut plus rien mesurer. Au contraire, j'aimerais dire que avec les solutions qui ont été développées, notamment sur le tracking server-side, avec la maturité qu'on a sur les CMP, en réalité, il vaut mieux être aujourd'hui qu'il y a 2 ans parce qu'on a des capacités de contourner toutes ces restrictions qui ont dégradé la mesure ces dernières années. Et voilà, donc moi en tout cas personnellement, j'aurais pas besoin d'aller chez Pôle Emploi ni faire mon testament, mais voilà, au contraire, c'est assez excitant et on a des belles perspectives pour l'avenir au niveau du tracking. Si jamais cette présentation vous a plu, je vous donne un formulaire en revanche qui peut vous être utile. C'est notre formulaire de contact. Vous avez aussi nos adresses mail personnellement. Si jamais vous êtes déjà en lien avec des personnes que vous connaissez personnellement chez Empiric, n'hésitez pas à les contacter directement aussi. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et on se fera également un plaisir de répondre à vos questions tout de suite. Si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à le dire sur LinkedIn, c'est important pour nous. Voilà, aujourd'hui, tout le monde se bat pour la visibilité, nous aussi. Voilà, et n'hésitez pas à partager le replay. Ou même juste à venir nous MP sur LinkedIn aussi, ça marche aussi. Vous pouvez venir discuter en message privé, pas de problème. Exactement. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai déjà essayé de répondre un petit peu au fil de l'eau sur les questions qui ont été posées. Peut-être qu'il nous reste une dizaine de minutes, donc on peut, si jamais les réponses que j'ai données à l'écrit sont incomplètes, les compléter à l'oral. Sylvain, Lucille. Oui, je regarde. Oui, il y avait... Je vais reprendre la question de Mélanie qui a été posée au début. Quel CMP utilisez-vous pour avoir les stats opt-in, opt-out? Nous, notre CMP, c'est Didomi. Il en existe d'autres sur le marché, hein, Commander Zack, Sirdata, notamment qui produisent des stats similaires. Il y a OneTrust également. Vous avez vu dans notre exemple de navigation où l'utilisateur pouvait continuer à naviguer sur le site sans interagir avec la CMP, qui était sur une CMP Acceptio. Il est vrai que c'est Acceptio, voilà, le but c'est pas de critiquer Acceptio aujourd'hui, mais c'est une CMP qui est un petit peu moins robuste et qui est parce que le placement d'Acceptio a surtout été de faire une jolie interface pour faire accepter les cookies, mais on va dire qu'au niveau RGPD, c'est un petit peu moins voilà. Par exemple, dire accepter les cookies, c'est pas quelque chose qui est dans le cadre réglementaire de la RGPD normal et bon, parce qu'on doit préciser les finalités de consentement, on doit faire un lien vers les partenaires. Donc, on a voilà, aujourd'hui, d'ailleurs, Acceptio est en train de revoir un peu la façon dont ils font leur CMP, de donner la possibilité de centraliser au milieu de l'écran, de mettre un overlay, etc. Mais voilà, si jamais vous avez Acceptio, il y a peut-être des CMP qui sont un petit peu plus adaptés aujourd'hui. Nous pouvons vous accompagner sur l'installation de la plupart des CMP du marché. On a fait du OneTrust, Didomi, Cookiebot, on a fait du Acceptio aussi. On travaille avec tous les types de CMP, donc vous avez besoin de faire des optimisations de CMP, le service Analytics pourra y répondre. Je vais prendre la question suivante d'Emeline. Comment envoyer les données first party aux plateformes publicitaires?
On a parlé tout à l'heure du Enhanced Conversion chez Google, donc le suivi avancé des conversions. Et pour Facebook, il y avait la slide avec la petite note de 4 sur 10 pour le page view. En fait, tout ça, ça se fait dans le tracking. Il faut que sur le site internet, sur votre site web, on puisse récupérer. Alors, il y a souvent la mise en place d'un data layer. Je ne vais pas aller dans les détails techniques, mais en gros, en travaillant avec les développeurs, on peut mettre en place un moyen qui va permettre la collecte de ces données hachées et ensuite, dans le tracking, de mettre à jour les balises pour que vos requêtes, en fait, qui partent vers Facebook, qui partent vers Google, puissent avoir ces informations. Donc, tout ça, pour répondre simplement, pour envoyer les données first party aux plateformes publicitaires, il faut le faire via le tracking et probablement avec votre équipe IT également avec nous. Et il y a une autre question de Leïla. Bonjour Leïla, je te connais très bien. Vous êtes sûr qu'on n'a pas besoin du consent mode sur le server side? Alors, on a besoin du consent mode quoi qu'il arrive, puisque maintenant c'est une obligation de Google et le server side est très bien adapté pour l'envoi. Donc, si vous avez par exemple votre balise Google Ads en client side, on peut installer le consent mode de ce côté-là. Et si vous avez du server side, on peut aussi l'installer de ce côté-là. D'un point de vue technique, finalement, être en server-side ou pas en server-side, dans les deux cas, il faut qu'il y ait le consent mode de mise en place, de bien fait et surtout qu'il soit bien installé. Mal compris comment on peut éviter le problème des audiences de remarketing Google Ads. Alors du coup, ça c'est un sujet plutôt global. Là, on va reprendre de la hauteur. Ça va être via justement l'implémentation du server-side qui va permettre de garder les cookies, enfin en tout cas d'avoir les cookies en first party et d'être plus révélant dans le temps, qu'ils perdurent dans le temps plutôt, pardon, pour qu'ils puissent justement pour que dans le temps les plateformes puissent reconnaître les utilisateurs. Et il y avait une autre partie dans la question, données hachées ou pas, Google Ads aurait besoin de savoir si l'utilisateur a donné son consentement. Tout à fait. Et pour que l'utilisateur sache le consentement, il faut savoir que dans le consent mode, il y a des paramètres dans la requête qui vont dire à Google, cet utilisateur, il y a le consentement ou pas. C'est les fameux GCS 101, pour ceux qui ont déjà regardé un peu la doc Google. Je ne vais pas rentrer dedans, mais tout est dans la requête, finalement. Il y a un paramètre dans la requête qui permet de le définir. Et du coup, Lucien, bonjour Lucien, si je comprends bien, reçoit des requêtes de GTM webside. Du coup, s'il adbloque le chargement du GTM website, comment est-ce que le server-side reçoit ces requêtes? Tout à fait. Le server-side va recevoir le client donc en fait, sur le schéma du sud, votre website va envoyer une requête au server-side qui lui va le renvoyer aux plateformes. De cette façon, en fait, finalement, de comment la requête de votre website, merci pour parfait ici. Donc vous voyez entre le point A, donc vous allez sur le schéma du sud tracking server side, on va considérer que navigateur ou application mobile c'est le point A, le serveur web c'est le point B, c'est votre server side et votre serveur de tracking c'est le point C. Du point B au point C, ici finalement on est tranquille. Rien peut venir entacher ce qui est mis en place ici. Comment c'est fait. Par contre, du point 1 au point B, c'est là où en fait finalement il y a plusieurs possibilités. C'est là où dans votre server-side, de comment vous allez installer votre server-side, il y a plusieurs choses à mettre en place. Alors c'est difficile de ne pas rentrer dans des détails techniques parce que l'objectif c'était vraiment pas d'aller dans la technique, mais comme le disait Simon, on est sur le jeu du chat et la souris. Le chat et la souris veut dire quoi? Les navigateurs se défendent. On va prendre Safari pour ne pas les citer. On est sur un argument marketing de privacy, donc on va mettre des contraintes. Et au fur et à mesure, à peu près tous les 6 mois, des contraintes sortent. Il y a une contrainte 1, une contrainte 2, une contrainte 3. Ensuite, du coup, côté server-side, il y a des choses aussi qui sont mises en place, notamment avec Addingwell, où à chaque fois qu'une contrainte arrive, parce que nous travaillons avec Addingwell, lui, va sortir des outils technologiques qui vont vous permettre de passer cette contrainte. Donc, la contrainte 1 est contrée par un changement de votre
de l'appel du fichier GTM. C'est compliqué de ne pas rentrer dans le détail technique là-dedans, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a contrainte 1, réponse 1 par les solutions de server-side, contrainte 2, réponse 2, contrainte 3, réponse 3. Et donc, du coup, là où Lucien, tu as raison, c'est que les enjeux sont entre le point A et le point B, et votre server-side, en fait, vous le mettez à jour. Le server-side d'il y a 2 ans n'est pas le server-side d'aujourd'hui. Il y a des choses à faire en plus. Voilà, pour répondre à la question. Sans rentrer dans le technique, je suis plutôt content. Alors là, j'ai une autre question de JM Back, pas dans le scope de ce webinaire, mais quand même, dans quelle mesure les cohortes de GA4 sont extrapolables à 100% de l'audience d'un site? Sur cette question, je suppose si JM, tu es toujours dans le chat, tu parles de la donnée modélisée qui est envoyée disponible dans Google Analytics, je suppose. Si c'est le cas, en gros, bon, ce consent mode qui est adossé à de la modélisation, ce consent mode qui est adossé à de la modélisation, c'est une solution qui existe aujourd'hui dans Google, mais voilà, en tant que personne qui manie bien Google Analytics et qui est aussi une casquette de web analyst pendant plusieurs années, c'est de la donnée modélisée qui elle-même, c'est un peu comme l'échantillonnage il y a plusieurs années sur Google Analytics. On a un peu du mal à avoir du recul sur la façon dont elle est modélisée. On sait qu'elle est modélisée à partir des données qui existent sur le site et surtout, ça va dépendre du contexte et de votre site et surtout, ça va dépendre beaucoup de la volumétrie. Parce que tout modèle statistique est bien meilleur lorsqu'il est nourri par une grande quantité de données. D'ailleurs, à ce propos, le consent mode et la modélisation Google Analytics, Google Ads, elle n'est pas disponible en dessous de certains paliers, justement pour éviter d'avoir des statistiques qui sont trop tronquées. Donc, j'ai envie de faire une réponse de Normand un petit peu, c'est-à-dire que, en gros, ça dépend. Et ça dépend, comme je l'ai dit, du volume de vos données. Si vous avez plusieurs milliers de visites par jour, j'ai tendance à dire que, notamment si on reste sur de la donnée utilisateur, ça va. Si vous allez plus dans la donnée de conversion, j'aurai un petit peu plus du mal avec le modèle le modèle du consent mode parce que quand vous avez la capacité de comparer avec vos ventes dans le back-office, vous vous rendez compte qu'il y a des choses un peu bizarres. Mais en tout cas, sur les utilisateurs, gros volume, plutôt confiance, petit volume, attention. J'espère que j'ai répondu à la question. Ok, super. On est arrivé au bout de l'heure, mais si on peut prolonger de quelques minutes si jamais il vous reste des questions. Peut-être si jamais il y a des choses qu'on n'a pas couvertes ou si vous n'avez pas eu l'occasion encore de poser votre question. Avec plaisir, Nicolas. Ah oui, et Lionel tout à l'heure a demandé c'est quoi un MP? Un MP, c'est un message privé, Lionel. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir dans nos réseaux sociaux des messages qui nous arrivent sans que toute personne les voit. Et donc voilà. Ah voilà, oui. Moi, j'en ai 35, mais finalement, il a dû se passer des choses en 10 ans qui sont incroyables. Parfait. Merci à tous, en tout cas. Ouais. Merci à tous. Je pense qu'effectivement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter effectivement par ailleurs. Et sinon, on vous remercie pour votre attention et pour ces échanges complémentaires. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.